À partir du moment où les scientifiques ont dit qu'il y a un problème de politique de la Terre, on pourrait supposer qu'une unanimité extrême. Et c'est exactement l'inverse. C'est ça la question du siècle, au sens propre, la question du XXIe siècle. La Terre n'unifie pas. Et la question de la nature n'unifie pas. La preuve, c'est que le président de la plus grande puissance mondiale décide que ces questions climatiques, ces questions qu'on appelle un peu écologiques encore, en fait des questions existentielles, des questions d'appartenance terrestre, sont des questions qui ne concernent pas les États-Unis. Les États-Unis vivent ailleurs, dans une autre planète, en quelque sorte. Pourquoi cette réaction si étrange d'avoir un peuple entier, pas un peuple entier, mais un gouvernement, en tout cas une attitude, qui dit, au fond, ces questions d'appartenance à une terre ne nous concernent pas, et nous sommes ailleurs, nous ne sommes pas en tout cas dans la même planète que vous. Eh bien, je voudrais l'expliquer par la présence justement de ce caractère révolutionnaire. Mais j'utilise révolutionnaire au sens qu'il a en histoire des sciences d'abord. Vous avez appris à l'école, je suppose, qu'il y a eu une révolution extraordinairement importante dans la compréhension de la localisation et du mouvement de la Terre comprise comme, cette fois-ci, un corps cosmologique, un corps astronomique, qui est associé à Copernic, à Galilée, à Kepler, à Descartes. Et donc c'est le début du XVIIe siècle, disons 1610, c'est le moment où Galilée publie le Messager des étoiles et produit cette découverte extraordinaire que la Lune et la Terre sont en fait des planètes, et ensuite se généralise cette idée extraordinaire de la vision cosmique de la Terre. Et vous savez, on apprend aussi à l'école, que ça a fait pas mal de bruit. C'est-à-dire que la présence et le mouvement de la Terre à l'intérieur, sortie en quelque sorte de sa localisation cosmologique, comme disent à la fois les scientifiques et les anthropologues, a bouleversé non seulement les cardinaux, le pape, l'Église, mais aussi évidemment les artistes, les politiques, les économistes, et que c'est pas complètement faux de dire que c'est le début du monde moderne. Dans la version classique qui précède Galilée, vous avez dû l'apprendre aussi à un moment, je ne sais plus à quel moment dans l'enseignement secondaire, la Terre était supposée non pas être une planète, mais, disons, le centre du monde vécu, la Terre primordiale, autour de laquelle on pouvait trouver tous les autres corps, le Soleil, la Lune, les étoiles, etc. Et à l'extrémité, disons, la divinité, on ne savait pas trop où elle était, mais enfin, Dieu, disons. Et lorsque on a eu, avec Galilée, cette idée tout à fait stupéfiante de placer la Terre comme une planète et de faire déplacer cette Terre hors de sa cosmologie classique, ça a ébranlé littéralement la totalité de la société telle qu'elle existait, en tout cas en Europe, au XVIIe siècle. Ça ne change rien, évidemment, à la façon dont les gens voyaient le soleil, dont vous voyez, dont je vois le soleil se lever le matin et se coucher le soir, mais vous le savez bien que ça a bouleversé non seulement les calculs des astronomes, mais, disons, la compréhension générale de ce que c'est que d'être dans le cosmos. Eh bien, ce qui nous m'intéresse, et au fond c'est le moyen de donner une taille, une mesure au caractère colossal de la transformation actuelle, c'est cette seconde révolution. Évidemment, il ne s'agit plus d'une révolution. Je rappelle que le mot révolution signifie de faire un tournant et de revenir au point de départ, n'est-ce pas ? C'est le sens astronomique du terme, la révolution de la Terre autour du Soleil, dit-on. C'est en ce sens, évidemment, que Galilée l'entend. Il y a une seconde révolution au cœur de laquelle vous vous trouvez, qui est cette révolution également dans la position, le mouvement de la Terre et ce qu'elle ébranle quand elle bouge de l'ensemble des pensées et des cosmologies usuelles en art, en religion, en politique, en économie, etc., c'est celle que nous vivons actuellement. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait la même définition de la Terre, ça n'est pas la Terre au sens astronomique, c'est la Terre au sens géochimique, c'est-à-dire juste la petite surface de la planète Terre, celle qu'on a de la peine à se représenter parce qu'on ne se rend pas compte combien elle est petite. C'est quelques kilomètres en haut et quelques kilomètres en bas, c'est presque une... Si elle était à l'échelle de cette table, ça serait juste le bord de ce... Vous voyez, ça ressemble d'ailleurs, c'est très bien, c'est un cercle. C'est à peu près le petit globe, la fine pellicule
qui se trouve ici, à l'intérieur duquel tous les vivants, enfin, tout ce qui est vivant, toute l'expérience qui a été faite par les vivants depuis l'origine de la vie se trouve. Donc quand on dit la Terre et les problèmes qui sont en ce moment, qu'on associe à la question écologique, ça n'est pas le centre de la Terre, il ne se passe rigoureusement rien au centre de la Terre qui sont en ce moment tout à fait exceptionnels, c'est des forces immenses mais qui sont classiques, disons. Ça n'est pas ce qui se passe dans le cosmos, ça n'est pas le mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est ce qui se passe à l'intérieur de cette petite pellicule, si vous voulez, qui a été simultanément créée par l'action des vivants depuis 4 milliards d'années, et c'est là la totale surprise, et là le mot révolution veut dire quelque chose qui est plus semblable à au sens du mot en politique. La surprise totale, c'est que cette Terre-là réagit aux actions humaines. Et réagit vite, et réagit beaucoup. Et là, la surprise est totale, et ce qui est tout à fait extraordinaire, voilà un article typique de la recherche en ce moment, un article déjà ancien du début de cette révolution par un des grands chercheurs des modèles climatiques, Schollenberg, un Allemand, qui parle de deuxième révolution copernicienne et de deuxième révolution galiléenne. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Mais là, évidemment, vous voyez, ce n'est pas la première révolution. La Terre tourne autour du Soleil, c'est une surprise totale pour tout le monde. C'est une surprise beaucoup plus grande, en fait, que la première, parce que la première révolution galiléenne, ça ne change rigoureusement rien à la vie ordinaire. Oui, on sait bien que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, que c'est le contraire. Enfin, qui de vous est bouleversé par cette découverte? Les astronomes, évidemment, mais pas vous, pas nous. Tandis que si on vous dit, ah oui, mais attention, cette fine pellicule de la Terre, qui est la totalité d'expérience de tous les vivants, elle n'est pas simplement en train de réagir, elle réagit à vos actions, ou plutôt, je vais revenir sur ce point, aux actions des générations qui vous ont précédé, ça change tout. C'est-à-dire que là, c'est un ébranlement qui n'est pas simplement comme les cardinaux et le pape choqués que Galilée brise en quelque sorte la position de la Terre au centre du cosmos. C'est une transformation qui change la totalité de notre existence. Et c'est ça le caractère colossal de la révolution. Et évidemment, vous allez le voir, tout à fait paradoxal. Michel Serres, qui est un grand philosophe que vous connaissez peut-être, qui est mort malheureusement cette année, à un âge avancé, avait cette très jolie formule. Il a beaucoup écrit et prouvé qu'on pouvait faire des jeux de mots d'une grande profondeur philosophique. Il a dit oui, la première révolution dans la position de la Terre, c'est l'expression qu'on peut résumer par « la Terre se meut ». Vous savez que Galilée est supposé, c'est évidemment une invention d'une dramatisation de l'histoire. Enfin, il est supposé avoir dit contre les cardinaux qui le condamnaient, et pourtant, elle se meut. Et Serres dit, dans un livre magnifique qui s'appelle « Le contrat naturel », un livre qui anticipe beaucoup des questions qui ont été posées à l'époque de façon... On a beaucoup ridiculisé Serres pour ce livre, alors que maintenant ce livre est philosophiquement très important. Eh bien, il dit, la révolution actuelle, la deuxième grande révolution que nous subissons sur la position de la Terre, cette fois-ci, ceux qui la défendent, des gens comme lui ou comme moi, doivent murmurer dans leur barbe, et pourtant, elle, la Terre, s'émeut. C'est-à-dire qu'elle est non seulement dotée d'un mouvement dans le cosmos, mais de quelque chose qu'on pourrait appeler une émotion, au sens étymologique du terme. Serres est un grand latiniste et un grand helléniste, donc s'émeut, ce n'est pas s'émeut psychologiquement, c'est se mouvoir et s'émouvoir à l'action des humains. Et donc, dans les deux cas, et c'est à la fois la tragédie de votre génération et sa chance, c'est que vous vous trouvez au milieu d'une révolution de même dimension, finalement, que la dimension du XVIIe siècle. Je reviendrai sur ce point en conclusion. C'est-à-dire que, brusquement, la question dans les arts, sujet qui m'intéresse beaucoup, la question en religion un peu moins, mais la question politique et la question économique est évidemment bouleversée par l'irruption, l'intrusion, comme dit Isabelle Sengers, de cette terre qui s'émeut.
comment est-ce qu'on peut... Alors là, vous avez une chance énorme parce que vous êtes à Sciences Po. Ça, vous le savez, je pense que vous avez une chance énorme. Et vous avez aussi une introduction cette année, dans la semaine d'ouverture de votre pré-rentrée, à traiter un de ces innombrables sujets de la réaction et l'émotion des vivants à l'action des humains. C'est le cas de votre travail sur la biodiversité que vous devez montrer ou dramatiser ou manifester samedi. Et comme toujours, quand on lit Le Monde à Sciences Po, on ne se donne pas beaucoup de mal, on peut faire à peu près tout le curriculum en prenant des articles du Monde. Je prends un exemple ici, ça c'est Le Monde d'hier, je ne me suis pas cassé comme vous le voyez. Et le premier titre, sur les abeilles, résume à peu près la totalité de ce qu'il va vous falloir apprendre pendant les 5 ans ici. C'est-à-dire que sur les abeilles, typiquement, on a un problème chimique d'une grande complexité pour arriver à comprendre ces découvertes capitales qu'ont été les insecticides, mais aussi immédiatement d'énormes problèmes de conséquences inattendues de ces pesticides sur la vie des abeilles. Aussitôt, l'autre problème politique, comment la voix des apiculteurs a été, sinon étouffée, du moins méprisée et poussée pendant très longtemps, et inévitablement des sujets qui nous intéressent beaucoup ici, qui intéressent beaucoup Olivier Duhamel aussi bien, c'est-à-dire la question des institutions qui auraient pu permettre une alerte rapide ou au contraire qui l'ont empêché, puisque si vous lisez l'article et le livre de l'excellent journaliste du Monde qui travaille là-dessus, l'Union européenne est accusée dans le livre d'avoir tout fait pour précisément ne pas faire entendre ces voix alternatives. Vous avez à peu près tout ce qu'il faut comprendre dans la nouvelle politique de la Terre, c'est-à-dire à la fois il faut rentrer dans les sciences pour essayer de comprendre ce qui se passe avec cette chimie et aussitôt s'intéresser à la question des institutions et l'extraordinaire difficulté de construire une société capable d'absorber l'idée que nos actions, en l'occurrence ici les pesticides, auront une influence extraordinairement rapide sur des autres vivants avec qui nous partageons, comme vous le savez, cette mince pellicule de vie qui est la Terre que nous partageons. Voilà le dessin qui est juste à la sortie de Boutmy, vous pouvez vous y arrêter en sortant, un très joli dessin et la présentation des travaux que vous devez faire d'ici samedi. Vous admirerez en passant la qualité pédagogique de Sciences Po qui fait un lien entre ce que vous devez faire samedi et le cours que je vous fais. Vous remarquerez la qualité organisationnelle de cette maison. Comment calibrer ou mesurer ou nommer cette situation colossale? L'expression, vous la connaissez peut-être, je ne sais pas si elle est encore bien répandue partout, c'est ce mot ou le terme d'anthropocène, qui est un terme mal foutu, un terme qui est l'objet d'une grande série de critiques, mais ce n'est pas l'ensemble du terme qui m'intéresse, c'est ce logo, qui est le logo en bas, le logo du groupe de recherche sur l'anthropocène mené par Yann Zalajevitch. Il est assez super, ce logo, parce qu'on se dit, si on était moderne au XXe siècle, on dit, mais ça c'est formidable, c'est la courbe d'amélioration du profit d'une compagnie. C'est-à-dire, regardez comme c'est sensationnel, on était vraiment en train dans une espèce de vasouillarde en bas, et puis brusquement, les profits augmentent de façon sensationnelle. Malheureusement, c'est la courbe qui résume les derniers, à peu près les 100 000 ans précédents, et l'accélération fantastique. C'est une courbe sur l'accélération de l'accélération du CO2 dans l'atmosphère, d'une courbe que vous connaissez, qui est même le sujet de beaucoup de disputes, et qui résume ces courbes que vous connaissez, qui généralement posent des tas de problèmes aux scientifiques, parce que la période actuelle est tellement rapide, et l'accélération de l'histoire géologique est tellement rapide, qu'on a toujours de la peine à tenir les diagrammes dans l'échelle usuelle. C'est là le caractère colossal de la transformation. L'amélioration, la transformation et l'imposition du CO2, qui, comme vous le savez, a une responsabilité directe dans l'augmentation de la température. On est assez bien placé ici à Boutmy pour le sentir, puisque dans sa grande sagesse, Sciences Po a refusé de faire l'air conditionné dans cet amphithéâtre. Donc la souffrance, si vous avez chaud, vous êtes dans la situation que je décris. Donc c'est très bien. Vous êtes
vous êtes dans la bonne, en suant, vous êtes dans la bonne ambiance. C'est cet été en particulier. Cette courbe, elle résume ce que certains scientifiques appellent la grande accélération, mais en fait, toutes les courbes sont à peu près dans cette forme. Je ne vais pas vous embêter avec elles parce que ça pourrait durer 2 heures. Et il y a quelque chose d'un peu lassant. Ça, c'est juste la courbe de l'aluminium, la quantité d'aluminium à la primary waste generated, qui est en haut, avec toujours les prévisions qui, comme vous le voyez, ne sont jamais terriblement optimistes sur l'usage du plastique. Avec ce très joli dessin fait par Jan Zalajewicz, c'est une artiste qui travaille avec lui, la quantité est telle qu'on pourrait effectivement emballer la Terre et il resterait encore un peu pour fermer le sac en haut si on transporte en mètres carrés la quantité de plastique produite. Je peux en produire encore une autre image. Ça, il s'agit de l'aluminium. On pourrait effectivement couvrir, avec la production d'aluminium depuis le début de la révolution industrielle, couvrir l'ensemble des États-Unis avec une feuille qui n'est pas si mince. Alors évidemment, toutes ces courbes ont un caractère légèrement déprimant. Ah oui, je ne vous ai pas dit que ce n'était pas du tout un exposé sympa. Je sais bien, quand on fait un discours inaugural, on est supposé faire rire et provoquer une joie extrême à être entré à Sciences Po. À la fin, vous aurez une joie extrême, mais il faut passer par une porte étroite. Je crois que là, on est obligé de suivre la prédication évangélique à la lettre. La porte est étroite. Parce que tous ces chiffres, ben, j'en ai un qui vient, l'article n'est pas encore paru, mais je trouve que c'est le plus stupéfiant. J'ai passé un peu de temps à le commenter. C'est, en haut, vous avez la totalité de la biomasse de cette terre géochimique en poids. Alors vous allez me dire, compter en poids, c'est un peu bizarre. C'est un peu rudimentaire. Et je ne vous cacherai pas que les calculs sont compliqués et que l'article est d'une grande précision, mais c'est approximatif. Mais c'est juste pour donner l'échelle, parce que dans toute cette question de l'Anthropocène, la question c'est l'échelle. La totalité de la biomasse produite par les arbres, les vers de terre, les algues, comme vous savez, les vers de terre sont en masse extrêmement importante, produite depuis les années 1910, qui est évidemment en diminution légère, parce que nous la consommons et elle disparaît à jamais, comparée à ce qu'ils appellent ici l'anthropomasse, mais je pense qu'on devrait l'appeler technomasse, qui est simplement le poids en kilos, enfin en mégakilos, de la totalité de nos infrastructures. Si vous prenez vos ordinateurs, le bois de cette estrade, l'ensemble des bâtiments, l'ensemble, ce qui est très important et qui m'a beaucoup étonné, des aggregates, c'est-à-dire tous les déplacements de terre faits par les bulldozers, etc., et que vous les ajoutez, vous obtenez un poids qui est supérieur à la totalité de la biomasse. Ça vous donne une idée du problème qui va se poser à des gens qui s'intéressent à la politique et aux sciences et qui rentrent dans l'école où on s'intéresse aux sciences et aux politiques, qui s'appelle pour cette raison Sciences Po. C'est-à-dire le moment où il va falloir prendre en compte des phénomènes construits par les humains qui ont une taille qui est équivalente à celle de la biomasse. Aucun de vos prédécesseurs dans cette enceinte n'avait à se préoccuper de cette question. En tout cas, pas ceux qui sont passés là au XXIe siècle. Il y avait des humains, et ces humains faisaient une tas de bêtises et se battaient et faisaient des guerres mondiales, mais c'était des guerres mondiales dont la présence sur Terre était quand même restée minime. Ça polluait beaucoup, mais localement. Ils n'avaient pas à se préoccuper d'une question qui est à l'échelle de la Terre. Il faut bien comprendre cette question d'échelle. C'est elle qui rend la situation à la fois tragique et, si on la prend bien, c'est pas facile de la prendre bien, mais exaltante. Donc, ce diagramme, l'article n'est pas encore publié, donc il ne faut pas le citer, mais il est quand même tout à fait stupéfiant. Et vous voyez que la partie des déplacements par des bulldozers, ce qu'ils appellent ici agrégats, est absolument colossale. C'est-à-dire que l'érosion générale de la Terre, des volcans, des glaciers, etc., est inférieure à ce que déplacent chaque année les bulldozers. Évidemment, ne prenez pas ces chiffres
comme des absolus, ce sont, comme tous les chiffres, des constructions assez complexes, mais c'est l'échelle qui est intéressante. Dernière slide pour la fin de cette première partie. Le problème que pose cette question de génération. En sciences politiques, on s'intéresse toujours à savoir comment une génération rentre, complique, rejette, accepte la génération qui la précède et la génération qui la suit. Le problème qui la suit, c'est généralement est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on n'a pas d'enfants, question qui se pose évidemment à votre génération de façon beaucoup plus claire qu'à la mienne, ça c'est sûr. Et à la génération précédente, quelle est la tâche que vous nous confiez, quel est le sujet, le problème que vous nous mettez dans les mains, en quelque sorte, ou sur le dos. Vous avez ici un diagramme qui est déjà qui a 4 ou 5 ans, mais qui est intéressant parce que Stephen est le grand promoteur de l'anthropocène, c'est lui d'ailleurs qui a inventé ce terme un peu bizarre. Et là, vous avez juste une représentation, évidemment très primitive. Ils ont pris juste le nombre de brevets, le GDP et la population. Et ils ont imaginé de faire une espèce de simulation de ces 3 variables dans ce parallélépipède. Donc ça donne une idée de ce qu'on appelle le footprint, le human footprint, l'empreinte des humains sur la Terre qui se bouge dans tous les sens. Et vous voyez que ce qui est assez intéressant, en 1900, le parallélépipède était quand même pas très grand. Et ce qui me bouleverse, je suis obligé de signaler, de vous parler, c'est que le deuxième parallélépipède, c'est à peu près ma naissance. Je suis à peine plus vieux que cet homme. Donc, quand moi je suis né, le parallélépipède avait 7 places. C'est-à-dire que l'empreinte des humains sur Terre, quand je suis né, il était ce petit parallélépipède. Et là, le diagramme s'arrête en 2011, donc vous arrivez après. C'est-à-dire, c'est ça la grande accélération. C'est ça le caractère colossal de l'affaire. Il faut qu'une génération, la mienne, celle d'Olivier, je suppose, il doit être plus jeune que moi, mais pas beaucoup, c'est une génération qui a fait la grande accélération, qui en a profité merveilleusement. Thank you. Le problème, c'est que cette génération-là est aussi celle qui est suivie par la génération qui doit se ressaisir du problème de la grande accélération, c'est-à-dire vous, pour l'inverser, en quelque sorte. C'est-à-dire pour en modifier la courbe, cette fameuse courbe qui monte quasiment au ciel verticalement. Donc le problème de génération, évidemment, vous comprenez qu'il est assez sérieux. Quels sont les rapports entre générations, grand sujet de la science politique, grand sujet de l'anthropologie? Lorsque vous vous dites « Ah oui, mais moi je suis né dans une époque où l'empreinte sur Terre était finalement assez faible, et c'est pourtant après 2 guerres mondiales, donc vous voyez que les guerres mondiales, c'était relativement faible, même si les indicateurs ici sont très primitifs. Et je parle maintenant à des enfants, des jeunes gens, qui se trouvent dans une situation qui est d'une empreinte, si vous vous rappelez le schéma précédent, équivalent à celle de la biosphère. C'est en gros le problème que nous posons. Et je rappelle, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Sciences Po, dans sa grande sagesse, vient de publier, aujourd'hui même, hier plus exactement, un magnifique ouvrage qui s'appelle « L'Atlas de l'Anthropocène ». François Gémen et Alexandre Horowitz ont fait un travail absolument extraordinaire, qui est introduit en préface par Jan Zelaziewicz, qui est le directeur du groupe de l'Anthropocène, le groupe des scientifiques, c'est un géologue, très précisément un stratigraphe, et la postface est faite par votre serviteur. Je viens d'apprendre 2 choses importantes. L'une, c'est que ce livre sera présenté en Boutmy la semaine prochaine. Et deuxième chose importante, 50 volumes viennent d'être déposés à la bibliothèque de Sciences Po, au cas où vous avez besoin. Alors, je ne vous dis pas, faites-vous le offrir, mais précisez que ce n'est pas un livre gai. L'Atlas de l'Anthropocène, c'est page après page les mauvaises nouvelles que votre génération a reçues de ma génération. Voilà. Je vous passe le bâton, comme on dit en sport. À vous de vous débrouiller. Non, je ne vais pas aussi déplaisant, même si, étant à la retraite, au fond, je pourrais me dire, je prends ma retraite et je me tire, comme celui dont le nom ne doit pas être prononcé, ce n'est pas mon problème. Mais évidemment, je ne vais pas vous laisser là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait
quand on est une génération affrontée à la question que vous comprenez pourquoi, quand on parle de questions écologiques, ça n'a aucun sens, c'est plus des questions écologiques. Quand on parle d'environnement, ça n'est pas des questions d'environnement, c'est des questions de survie, c'est des questions existentielles, c'est des questions de civilisation. Donc, je ne parle pas d'environnement, je pense que le mot écologie, même à part d'écologie scientifique, il n'y a pas eu vraiment de raison de l'utiliser. On est dans une situation de problème colossal dont j'ai parlé, mais aussi, évidemment, de désaccord. Et c'est la question qui vous est présentée, c'est pour ça qu'on vous introduit à Sciences Po par l'exercice de cartographie de controverse, c'est-à-dire comment on va se débrouiller, nous les petits jeunes qui arrivons, dans une situation qui est non pas une situation qui serait au fond simple. Les scientifiques nous disent qu'on doit se mettre au boulot, allons-y les gars. Si c'était ça la situation, on serait à peu près dans la même situation que vos prédécesseurs, disons, à la fin de la guerre de 40, c'est-à-dire dans une situation de reconstruction. Ça serait la situation simple. Grand moment de progrès, etc., qui est aussi d'ailleurs le grand moment de l'accélération dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Eh bien, j'ai fait un petit montage assez simple. Le problème, c'est que soit on affronte ce diagnostic rude, et on essaye de le poser comme un problème politique dont on doit parler collectivement et dont on doit délibérer. Dans ce cas-là, il faut se confronter un peu à ce diagnostic, aussi rude soit-il. Soit effectivement, on le met sous la table, on n'en parle pas, on reste à des discours relativement rassurants. Il ne s'agit pas du tout de la fin du monde ou de l'apocalypse. Il s'agit d'un déclin graduel de la société, alors plus ou moins rapide, ça s'est discuté dans le livre. Mais on ne va pas tous mourir, quoi. Vous voulez que je vous le repasse ? Il ne s'agit pas du tout de la fin du monde ou de l'apocalypse. Il s'agit d'un déclin graduel de la société, alors plus ou moins rapide, ça s'est discuté dans le livre. Mais on va pas tous mourir, pardon, j'ai coupé trop tôt. Ah ben c'est une bonne nouvelle quand même. Je ne sais pas comment on fait pour passer à la... Ah voilà. Le problème, c'est que soit on affronte ce diagnostic rude, et on essaye de le poser comme un problème politique dont on doit parler collectivement et dont on doit délibérer. Dans ce cas-là, il faut se confronter un peu à ce diagnostic, aussi rude soit-il. Soit, effectivement, on le met sous la table, on n'en parle pas, on en reste à des discours relativement rassurants, du développement durable et que tout ira bien. Du principe d'innovation plus que du principe de précaution. Le parti du gaz de schiste, le parti des OGM, le parti des biotech. J'ai cette intime conviction. Alors, mes chers amis, je crois que c'est parce que nous aurons fait le bon constat du monde dans lequel nous vivons que nous pourrons apporter les bonnes solutions. What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. What we do or don't do right now, me and my generation Il ne s'agit pas du can't tout de la fin undo du monde ou in de the future. l'apocalypse. Il s'agit d'un déclin graduel de la société. Ok, vous avez compris le point. Je peux rajouter des dizaines d'autres. L'écologie ou la nature, ça n'unifie pas. C'est devenu l'organisateur, le répartiteur, la pierre de touche de toutes les positions politiques. Il n'y a pas un parti écologique, vous savez bien, il y a aussi un parti écologiste, mais il est assez petit, comme vous savez. Là, je parle de la question de la révolution de la Terre sous nos pieds organise la totalité des positions politiques, même de ceux qui disent « nous, on ne s'intéresse pas du tout à l'écologie ». Et comme vous l'avez entendu, cette phrase est assez belle, ça dépend du diagnostic qu'on fait sur le monde dans lequel on est. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord sur le diagnostic et on n'est pas d'accord sur le monde dans lequel on est. Il y a un désaccord planétaire, il y a un désaccord sur la définition de la planète. C'est pour ça que j'ai montré l'image tout à fait intéressante et significative de l'absence de Trump dans la chaise vide à Biarritz. Qu'est-ce que font les médias, les journalistes, les scientifiques ? Eh bien, on a un exemple absolument bouleversant ici, qui est la première du monde, il y a quelques années. J'utilise beaucoup de monde, j'ai aucune action dans le monde. Je l'achète depuis que j'ai 17 ans, mais c'est tout. Il sera bientôt trop tard. Je n'ai pas exagéré la taille des polices. J'ai vérifié auprès des journalistes du monde. C'est la police qu'on utilise en cas de guerre mondiale. C'est-à-dire, si vous avez une bombe qui tombe sur New York, ou bien si la France déclare une guerre à la Chine ou je ne sais quoi, on a ce genre de titre. Sauf que le lendemain, on parlait
de Trump, on parlait, pardon, j'ai oublié son nom, de M. Macron, etc., etc. C'est-à-dire que dès le lendemain, cet énorme titre qui est supposé « demain il sera trop tard, qu'est-ce que je fais ?» était suivi d'un silence, mais paisible, comme les vacances charmantes que vous avez dû passer, surtout après avoir appris que vous étiez pris à Sciences Po. Donc, le problème qu'il va falloir affronter, et ça c'est vraiment un problème complètement typique de votre génération, c'est simultanément de lire dans le journal des titres de cette taille, j'en ai un autre aussi qui est plus dans votre sujet, quelques jours après, et on est bombardé de ce genre de titres. Une hausse de plus de 1,5% va dévaster la biodiversité, donc vous encaissez toutes ces nouvelles, et vous vous dites, donc on est dans une situation de guerre mondiale, donc on est vraiment dans une situation dans laquelle tout le monde va se mettre à bouger. Mais non, pas du tout. On est très tranquille. Et la situation est simultanément une situation de guerre dont on nous dit qu'elle est totale, quand on nous dit demain il sera trop tard avec des énormes polices. Police est un terme pour définir la taille des caractères, bien sûr. Et vous vous dites donc on est en situation d'action maximale, et en fait, non, on est dans une situation qui ressemble. Vous allez évidemment refaire toute l'histoire de France, donc je peux me permettre de vous parler de quelque chose qui est infiniment éloigné de vous, c'est-à-dire la guerre de 40. Ce qu'on appelait drôle de guerre, c'est-à-dire avant mai 40, ce moment très étonnant dans lequel la France était supposée être en guerre contre l'Allemagne. Oui, je vous rappelle, la guerre de 40, l'Allemagne, la France, tout ça, c'est quand même, vous connaissez. Et ce moment de suspens, vous voyez, ils jouent aux cartes. Cette espèce, c'est exactement la situation dans laquelle on vous dit simultanément des nouvelles qui reviennent constamment. C'est une guerre totale, demain il sera trop tard, la question de la civilisation, on ne va peut-être pas tous mourir, mais comme vous le savez, vous avez dû lire peut-être le livre de Séverine sur ce qu'on appelle maintenant la collapsologie. Et simultanément, finalement, c'est une situation plutôt, en tout cas dans les pays développés, riches et développés, plutôt pacifique. Avec des gens qui disent, au fond, on est dans une, comme Pinker, on est dans une situation extrêmement pacifique. Comment fait-on pour absorber cette situation aussi contradictoire? Encore une fois, c'est un problème vraiment qui ne se posait pas avant. Alors, il y a deux, évidemment, je pourrais développer beaucoup, mais pour finir mon introduction à la discussion, deux sujets qui sont centraux dans cette école qui s'appelle, je le rappelle, sciences politiques. Le premier, comment arriver à comprendre la complexité, sans en avoir peur, des travaux des scientifiques, puisque cette révolution, comme c'est la première révolution, a été introduite par Galilée et ses collègues, la deuxième révolution s'est évidemment introduite par les scientifiques. Personne, sans l'establishment scientifique, sans les institutions scientifiques, sans les climatologues, etc., ne se serait aperçu de la question qu'on résume sous le nom de climate change. On aurait dit il fait chaud en 2019, il fait chaud, et tiens, c'est bizarre, il faisait chaud aussi en 2018, mais on n'en aurait aucun moyen de constater, de construire des faits assurés sur cette affaire. Il faut nécessairement se fier aux institutions scientifiques. Or, il se trouve que ces sciences du climat sont des sciences extrêmement complexes, comme toutes les sciences, mais en plus que les autres sciences, parce que ce sont des sciences de puzzle. Ce ne sont pas les sciences auxquelles on était habitué et que vous avez appris en physique ou en mathématiques. Ce ne sont pas des sciences de démonstration. Elles utilisent massivement la physique et les mathématiques, mais ce sont des sciences où des milliers d'observations différentes venant de toutes, j'ai essayé de résumer là dans ce petit schéma, des satellites, des bouées dérivantes, des bateaux, des cernes d'arbres, etc., etc., accumulés, transformés, modélisés, etc., permettent de construire de bloc en bloc, pour des dizaines de milliers de chercheurs, finalement, des résultats robustes et assurés. Probablement, d'ailleurs, c'est assez amusant qu'en histoire des sciences, il y a peu de faits plus robustes et plus assurés que la question du lien entre le réchauffement climatique et la quantité de CO2. Il y a encore des gens, je suppose, dans cette salle, qui disent « oui, mais non, on n'est pas trop sûr ». Alors qu'en fait, évidemment, ce n'est pas des sciences de démonstration, ce n'est pas les sciences, le type de démonstration que Galilée aurait facilement compris, mais ce sont des sciences de puzzle. Puzzle, c'est tout à fait solide, il peut manquer 2 ou 3 pièces, il n'empêche que c'est solide. Mais ce n'est pas le même esprit scientifique. C'est pas, la science, il y a des milliers de sciences différentes, et chacune a son régime, en quelque sorte, de preuve, et sa capacité différente à assurer la conviction. Le problème, c'est que ces sciences, qui sont des sciences, disons, naturelles,
sont pas des sciences, elles sont appuyées sur la physique et la chimie, mais ce sont des sciences naturelles, ce qu'on appelait l'histoire naturelle au XIXe siècle, apporte des résultats, construit cette machine tout à fait extraordinaire, à la fois administrative et scientifique, cet hybride étonnant qui est le GIEC, dont vous avez dû évidemment entendre parler, et est soumise dans l'espace public à une entreprise tout à fait passionnante pour vous, et en particulier pour le sujet des controverses que vous avez à traiter, qui est la corruption, finalement, de l'espace public. Alors, c'est un sujet sur lequel je pourrais disserter pendant longtemps, c'est un très important sujet qu'on appelle, disons, la question du climato-scepticisme, mais une étude, et je ne peux pas ne pas citer que c'est une étude du Media Lab de Sciences Po, Media Lab que j'ai créé il y a quelques années, me paraît tout à fait intéressante. Il faut qu'on la regarde un peu en détail. Le résultat tout à fait stupéfiant, c'est que si vous publiez, c'est un, je ne vois pas comment on fait, oui. Si là, vous avez en bleu, à gauche en haut, les gens qui publient sur ces questions. Et vous avez en rouge, disons, qui publient sur ces questions et qui sont eux-mêmes cités. La citation se trouve à droite, là-haut. Donc, disons, les chercheurs spécialistes de la question. Et puis, vous avez des dissidents, qui s'appellent sceptiques, même si le mot sceptique est disputé, qui, eux aussi, disent « mais nous, on a publié dans des revues et on pense que cette affaire de réchauffement climatique est une illusion ». Exactement le genre de sujet sur lequel vous allez avoir à vous pencher dès qu'on prend la question des abeilles, dès qu'on prend la question de la perte de biodiversité, etc. Mais le résultat, donc l'étude est très passionnante, c'est-à-dire qu'ils ont pris un nombre égal de scientifiques. Scientifiques, ça veut dire des gens qui publient dans des revues et dont les articles sont évalués, et ensuite ces articles sont cités par d'autres scientifiques. C'est le chemin pour produire des faits robustes, certifiés et partagés, et des négateurs de la question du climat qui, eux, publient, comme vous le voyez là en haut, un peu, mais qui sont assez peu cités. Qu'est-ce qui se passe quand vous passez de l'arène scientifique à l'arène des médias? Stupéfiant, vraiment stupéfiant, parce que quand vous êtes, si vous regardez le schéma en bas à gauche, moins vous en savez sur la question du climat, plus vous publiez et plus vous êtes cité dans les médias Internet. Les médias, disons, pas les grands médias. Vous allez me dire, heureusement, il y a les grands médias comme Le Monde, dont j'ai fait l'éloge plusieurs fois. Ben, ne tirez pas de conclusions hâtives, parce qu'à droite, en bas, au mieux, si ce sont des médias sérieux, le New York Times, Le Monde, Le Guardian, etc., vous avez simplement égalité. Réfléchissez, chers amis, chers enfants, j'allais dire encore une fois, réfléchissez à ce que ça pose pour quelqu'un qui entre à Sciences Po. Vous êtes obligé de vous rentrer dans les faits scientifiques, c'est ce que vous allez faire si vous travaillez un peu sur la question de la biodiversité, et en même temps, vous allez devoir affronter la question suivante. Si je prends au sérieux les questions scientifiques, il est hors de question de laisser la parole dans les revues qui sont des revues grand public ou dans les médias à des gens qui n'ont pas de l'autorité scientifique correspondante. Mais la situation dans laquelle vous allez vous trouver n'est pas celle-là. La situation dans laquelle vous allez trouver, c'est des gens qui vont dire « Ah oui, mais à partir du moment où vous dites que le CO2 produit le réchauffement climatique, il faut quand même que j'invite quelqu'un qui dise le contraire. » Que ce quelqu'un qui dise le contraire n'ait aucune compétence dans la question ne doit pas jouer pour les médias, et même pour les médias grand public, puisqu'ils égalisent en quelque sorte les positions. Alors que si vous regardez la production scientifique, et je rappelle que sur une question comme celle-là, il n'y a que les scientifiques qui ont des idées précises, ni moi, ni vous, à moins que vous soyez climatologue, n'a d'idées bien précises et ne peut soi-même aller tester, disons, ou vérifier ou contre-vérifier les énoncés, eh bien, l'autorité devrait, le travail des médias devrait au contraire d'inverser le rapport entre les deux barres que vous voyez en bas et dire, sur cette question, en gros, les faits sont assurés, ça n'est plus un sujet de dispute, ce qui est à peu près le cas dans la communauté scientifique. Mais si vous avez compris la première partie de mon exposé, vous comprenez bien que sur des sujets qui sont des sujets existentiels, c'est-à-dire des sujets qui parlent de l'ensemble des productions
et du développement et de la question économique, c'est évident que personne ne peut être d'accord. Vous ne pouvez pas produire, imaginer que, je ne sais pas, pour prendre un exemple, les frères Koch, qui sont des grands capitalistes américains qui ont investi massivement dans le charbon et dans la dénégation du climat, non pas exactement à égalité, mais quasi, vous ne pouvez pas imaginer que des gens qui possèdent des intérêts immenses dans l'industrie du charbon vont dire « Ah oui, vous avez raison, monsieur Jouzel, pour prendre un grand scientifique français, et vos données sont forcément exactes. » Il va faire tout ce qu'il peut, évidemment, pour corrompre l'espace public, enfin, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser, et pour faire, et ils réussissent apparemment très bien, c'est la grande qualité de cette étude, je vous rappelle cette étude a moins d'un mois, elle est publiée depuis moins d'un mois, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'espace médiatique. Et donc, la solution que nous essayons d'avancer dans cette maison, c'est d'essayer de dire, eh bien, on va essayer, non pas de nier qu'il y a controverse, ça ne sert à rien d'aller dire, mais les scientifiques ont raison, pourquoi est-ce que vous continuez à discuter? Ce n'est pas le problème, les scientifiques ont aussi des intérêts, ils sont aussi dans la politique jusqu'au cou, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux. Ça veut dire qu'il faut que nous nous habituions collectivement, en tant que société, à aller vérifier les énoncés qui sont prononcés. Ce qui peut paraître étonnant, ça ne paraît pas très extraordinaire, et pourtant, c'est devenu, dans l'espace scientifico-médiatique que nous connaissons, une extrême difficulté.